Bienvenue à cette séance. Nous allons entendre 3 présentations. J'ai bien hâte. C'est un sujet qui est très près de mon cœur. Alors voilà, donc on va commencer par la communication de Cyril, Balegui et Elise Wolfe Balegui. Cyril est docteur en muséologie et chercheur associé au laboratoire IRIS à l'université de Lille. Ses thèmes de recherche portent sur la réception de la mythologie gréco-latine dans l'art et l'imaginaire contemporain et la question de la médiation humaine dans les musées. Élise Wolfe Balaghi est docteure en littérature de l'Université d'Artois. Elle a soutenu sa thèse le 4 juillet 2019, bravo, hein, intitulée Le personnage ségurien et ses lecteurs, réception, interprétation et réécriture. Ses thèmes de recherche portent sur la réception de la littérature jeunesse et les personnages de la comtesse de Ségur. Leur communication s'appelle donc Les héroïnes Circé de Madeleine Miller et Lavinia d'Ursula K. Le Guin, Balance tes pas ou Mémoire d'héroïnes rangées. Alors pour eux, comme pour les personnes qui vont suivre, je vous rappelle que vous avez une vingtaine de minutes. Je compte sur vous pour mesurer un peu le temps pour que je n'ai pas à vous arrêter. Je le ferai si l'obligation se fait sentir, mais autrement, bon, je compte sur vous et sur les personnes qui vont suivre. Donc voilà, alors Cyril, Élise, vous avez la parole. Bonjour à tous, merci aux organisatrices pour ce super colloque. Alors, avec Élise, donc moi je vais faire l'introduction et la première partie, et Élise va faire la deuxième partie et la conclusion. Alors justement, pour respecter les 20 minutes, du coup, on ne parlera pas de Lavinia. Désolé pour ceux qui adorent la mythologie romaine. On va se concentrer uniquement sur Circé, vu tout ce qu'on a à dire déjà sur ce personnage-là. Alors, du coup, jamais les sorcières n'ont été aussi présentes qu'aujourd'hui. Ce personnage sur lequel a longtemps plané une aura maléfique a envahi la culture populaire, mais aussi les milieux féministes qui y voient un modèle d'émancipation du patriarcat. Par exemple, on peut penser à l'essai de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, sorti en 2018. Donc, de nombreuses autrices anglo-saxonnes de fantasy mythique, de mythes fantasy, se sont d'ailleurs penchées sur les plus anciennes sorcières présentes dans l'Antiquité à travers les poèmes grecs, notamment d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Alors, on peut citer pour le personnage qui va nous intéresser aujourd'hui, on peut citer Margaret Atwood, qui en 1974, dans son recueil You Are Happy, a écrit un recueil Circé, poème d'argile. Et dans cette continuité de faire parler des héroïnes mythologiques, on va s'attacher aujourd'hui à parler de Circé, donc un roman de Madeline Miller, professeure de latin et de grec. Donc, nous verrons comment cette autrice réécrit le mythe de Circé et comment elle le réactualise dans une perspective féministe. L'objectif de cette communication est de revenir sur la version de Circé dans des sources antiques, parce qu'en fait, vous le verrez, Madeline Miller fait des références aux auteurs antiques, notamment à Homère et à Ovide, et de voir comment elle construit son personnage, comment elle donne une voix à cette déesse qui est Circé, contre finalement des descriptions antiques. Alors, on va attaquer directement avec Circé, une Circé antique victime du male gaze. Dans une interview publiée le 6 juin 2019 dans le site publicbooks.org, Madeline Miller cite ces 4 sources antiques de référence qui lui ont permis de construire son personnage de Circé. Alors, je vais passer très rapidement sur 2 de ces sources. La première, c'est Apollonios de Rhodes, qui a écrit Les Argonautiques, qui est en fait l'épopée de Jason, le fameux Jason des Argonautes, où Circé apparaît un moment parce qu'elle est la nièce de Médée, la terrible sorcière, et la sœur d'Aétès, justement le roi de Colchide, où se trouve la toison d'or. Mais voilà, elle apparaît pas beaucoup. Autre source sur laquelle on va passer très vite, c'est la Télégonie de Gamnon de Cyrène, qui est en fait la suite de l'Odyssée. Pour vous replacer, l'Odyssée, c'est les aventures d'Ulysse, et en fait, il va rencontrer, c'est l'épisode le plus fameux de Circé, il va rencontrer cette déesse qui est Circé, qui va transformer une partie de ses marins en cochons. Lui, il va réussir à se sortir de ce poison et finalement à ce que Circé retransforme en homme les marins. Et il va vivre pendant 1 an sur l'île avec Circé en partageant sa couche. Et ils vont justement avoir un enfant, Télégone, qui est justement le héros de cette Télégonie de Gamnon de Cyrène. Sauf qu'en fait, contrairement à l'Odyssée et à l'Iliade, on n'a pas retrouvé ce poème et donc on n'a que des résumés ou que des citations. Donc c'est pour ça que Madeline Miller ne s'appuie pas vraiment là-dessus. Elle s'appuie donc principalement sur l'Odyssée, donc sur le chant 10, notamment de l'Odyssée d'Homère, qui est l'épisode des cochons. Et on va essayer de comprendre, est-ce que vraiment, du coup, il y a un point de vue masculin, est-ce que vraiment Circé est objectivée ou décrite de manière péjorative du point de vue d'Homère ou d'Ulysse. Alors, ce qui est intéressant
Déjà, c'est que cet épisode de Circé, c'est un flashback. En fait, l'Odyssée, c'est Ulysse qui va raconter toutes ses aventures. Il va les raconter l'assemblée des Phéaciens. Et c'est lui, du coup, qui raconte son épisode chez Circé. Alors, quand il arrive sur l'île, c'est la première description qu'on a de Circé. Et de Circé, en fait, on n'apprend pas grand-chose. On sait juste qu'elle a de belles boucles et qu'elle a une voix humaine. D'accord? Mais en même temps, c'est intéressant, c'est qu'il dit quand même que c'est une terrible déesse. Donc, elle a quand même ce statut de déesse. Parce qu'effectivement, dans la mythologie grecque, Circé, c'est la fille d'Hélios, le dieu du soleil, et de Persée, qui est une divinité marine, qui est la fille du dieu océan. Deuxième mention de Circé dans le chant 10, là encore c'est intéressant, en fait, c'est dès qu'ils arrivent sur l'île, 23 marins d'Ulysse vont aller au centre de l'île pour rencontrer Circé. Il y en a un qui se met un peu à l'écart parce qu'il fait un possible piège, et les 22 autres vont être transformés en cochons, ils vont boire un poison, et ils vont, d'un coup de baguette magique, ils vont être transformés en cochons. Et c'est celui qui s'est mis un peu à l'écart qui va aller raconter à Ulysse ce qui s'est passé. Donc là, pareil, double regard masculin. C'est un marin qui raconte à Ulysse et c'est Ulysse qui raconte aux Phéaciens ce qui s'est passé. Et là, du coup, pas vraiment de modification par rapport à la première citation, c'est qu'en fait, là, elle faisait un travail manuel, artisanal, à tisser sur une toile, ce qui est un parallèle aussi plus tard avec ce que fait Pénélope aussi en tissant sa toile. Donc ensuite, que va faire Ulysse par rapport à ça? Il va vouloir retransformer, il va vouloir combattre Circé. En chemin, il rencontre un homme, un dieu, Hermès, le dieu des médiateurs, le dieu de la médiation, qui va lui dire comment il faut faire pour vaincre Circé. Alors, comment il faut faire? Déjà, il va lui donner un antipoison que Ulysse va ingérer. Ensuite, quand il va arriver vers Circé, Circé va lui faire boire le poison, mais lui, il sera immunisé. Il va devoir ensuite menacer Circé avec son glaive. Circé va alors s'agenouiller devant Ulysse et va demander à Ulysse de partager sa couche. Ulysse va devoir accepter à la condition que Circé accepte de retransformer ses marins en hommes. Et donc là, je vous ai mis la citation de Ulysse qui, à un moment où juste après que Circé l'ait imploré de partager sa couche, c'est Ulysse qui répond à Circé, et une phrase très intéressante, que tu viens m'offrir et ta chambre et ton lit, c'est pour m'avoir sans armes, c'est pour m'ôter ma force et ma virilité. Donc il y avait cette idée là, qui a été explicitée dans le mythe de Circé, qui est un ouvrage de deux auteurs italiens, Maurizio Berini et Cristina Franco, qui disent qu'effectivement, dans l'Antiquité, il y avait cette peur des simples mortels qu'une déesse, une divinité plus forte qu'eux, ne puisse les émasculer aussi bien symboliquement que de manière véridique. Et donc, il y avait cette peur des mortels face aux déesses, et que, en fait, après cet épisode, Circé va retransformer les marins en hommes et du coup, Ulysse va partager sa couche pendant à peu près un an. Ils vont vivre, lui et ses marins, pendant un an sur l'île de Circé. Et alors, du coup, ce que disent des chercheurs italiens est très, très riche. Ils disent effectivement les rôles considérés comme normaux pour le mâle et la femelle finissent par prendre le dessus, même à Agaïe, qui est l'île de Circé, même entre une déesse et un mortel. Et l'opposition mâle-femelle apparaît ici dans l'histoire de Circé comme l'emportant sur l'opposition divin masculin. Parce qu'effectivement, à partir de ce moment-là, Circé devient femme au foyer, elle va s'occuper d'Ulysse et de ses marins pendant un an, alors qu'avant, vous l'avez vu, elle était présentée comme une déesse, comme une terrible déesse, et voilà, acte sexuel avec Ulysse, et pendant un an, elle s'occupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Madeline Miller fait référence à ce passage dans son roman sur Circé, puisqu'elle dit au début du chapitre 16, « Plus tard, des années plus tard, j'entendrai la chanson relatant notre rencontre, donc c'est Circé qui parle, je ne fus pas étonné du portrait qu'on y faisait de moi, la fière sorcière s'avouant vaincue devant l'épée du héros, s'agenouillant et demandant grâce, il semble que punir les femmes soit le passe-temps favori des poètes, comme s'il ne pouvait pas y avoir d'histoire, à moins que nous ne rompions en pleurant. » Donc voilà pour Homère. Alors, est-ce que c'est mieux chez Ovide? Pas vraiment. C'est là, comme dire, Ovide qui est souvent critiqué encore, enfin surtout aujourd'hui, parce que quand vous lisez les Métamorphoses, qui sont une série de viols en série. Alors, comment Ovide parle de Circé? Alors, il évoque Circé à 3 reprises. Alors, je vais me concentrer sur Ulysse, mais là, il y a le passage de Glaucus, et celui-là est très intéressant, je n'entre pas dans les détails, mais en gros, voilà, Circé est amoureuse de Glaucus, mais Glaucus veut sortir avec Scylla, et donc vu que Circé est délaissée, elle va punir Glaucus. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est la première phrase, c'est « Alors Circé, car nulle femme n'a plus de penchant à s'intéresser à de pareilles ardeurs, soit qu'elle le trouve dans sa propre nature, soit que Vénus le lui inspire. » Donc là, on est vraiment dans ce que les auteurs Maurizio Berini et Cristina Franco appellent la Circé noire, la légende de la Circé noire, amoureuse, vindicative et destructrice. Donc une Circé qui est victime de ses émotions, et là on est loin de la déesse magnanime, voilà, on est dans une femme victime de ses ardeurs. Alors comment Ovide traite l'épisode d'Ulysse?
Alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est encore un regard masculin dans le texte, parce qu'en fait, c'est un marin, un des survivants de l'expédition d'Ulysse, qui raconte cet épisode de Circé et d'Ulysse à Énée, le prince troyen qui va être à l'origine de Rome. Et alors là, comment il décrit Circé? Alors là, Circé n'a plus aucun rôle. En fait, elle est au fond de sa salle, magnifique. Elle ne fait plus rien. Voilà. Et ce sont des Néréides et des nymphes qui sont autour d'elle et qui vont s'occuper finalement de potions, qui vont faire des encens, des choses comme ça. Elle fait partie du décorum, mais elle n'a plus ce rôle de déesse, elle n'a plus ce rôle mythique qu'il y avait quand même chez Homère. Et là encore, l'auteur n'aime pas, s'oppose à Ovide, parce que dans l'interview que je vous ai citée tout à l'heure, alors mon anglais n'est pas très très bon. En gros, elle dit Ovid is really interesting in her power and magic and her anger. He makes her a very pathetic figure. She's always falling in love with the wrong guy, and then she gets angry and lashes out. Voilà. Et du coup, c'est par rapport à ces textes-là, à ceux qui ont ça, que Madeleine Miller va vouloir finalement donner sa propre version de Circé. Donc moi, je vais parler donc de la manière dont apparaît Circé dans le livre de Madeleine Miller. Alors, il faut savoir que donc ma lecture, elle s'appuie sur un concept théorisé par Iris Bray, qui a sorti un livre dernièrement qui s'appelle Le regard féminin, une révolution à l'écran. Et dedans, elle parle du female gaze, qu'elle oppose au male gaze. Donc dans le male gaze, qui est un terme qui a été théorisé par Laura Mulvey, dans le male gaze, les femmes sont objectivées, le regard est un regard masculin, alors que le female gaze, l'idée, c'est que ça prend le point de vue d'une femme. Donc, c'est un concept qui s'applique aux films, aux séries, mais je pense que dans une moindre mesure, il peut s'appliquer à la littérature. Donc, Iris Bray, dans son essai, elle propose une grille de lecture pour savoir si une œuvre adopte ce female gaze. Donc, elle dit, il faut narrativement que le personnage principal s'identifie en tant que femme, l'histoire soit racontée de son point de vue, son histoire remette en question l'ordre patriarcal. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est de montrer que ce sont des choses qu'on retrouve dans le livre de Madeleine Miller. Déjà, c'est une narration à la première personne et on a toujours le point de vue de Circé, c'est elle qui raconte. Dès le premier paragraphe du livre, elle commence, Circé, en nous décrivant la situation de ses consoeurs, les nymphes. Et donc, ce qu'elle dit, c'est la citation que je vous ai mise ici. Elle dit « Moindre que ceux des déesses mineures, nos pouvoirs étaient si modestes qu'ils garantissaient à peine notre éternité. Nous parlions aux poissons et soignions les fleurs, cajolions nuages et vagues pour en extraire les gouttes d'eau et de sel. » Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'à la fois les nymphes, déjà, elles sont décrites comme fragiles, elles sont faibles. C'est encore plus fort dans le texte original, puisqu'on a une allitération en L, least of the lesser goddesses. Dans le même ordre d'idées, on remarque qu'elles s'occupent d'éléments infimes, des poissons, des fleurs, des gouttes. Ça ne vend pas du rêve, ce n'est pas des grandes déesses. Et qu'est-ce qu'elles font de ces éléments? Elles en prennent soin. Donc, elles exercent ce qu'on appellerait aujourd'hui un métier du care, que traditionnellement, on considère comme des métiers féminins. Quand Circé va découvrir les mortels, paradoxalement, il lui semble inoffensif. Pourtant, le tableau que lui ont fait Théseau de Nymphes n'est pas très glorieux. Comme vous le voyez, je vous ai mis la citation ici. On lui a parlé de viol, d'enlèvement, de mauvais traitements. Donc, tout de suite, les hommes apparaissent comme des représentants de ce qu'on appellerait aujourd'hui la masculinité toxique. Et comme chez Homère, cette opposition entre l'homme et la femme va être plus forte que l'opposition entre les dieux et les humains dans le livre de Madeleine Miller. Les premiers hommes qui vont débarquer sur l'île où Circé est exilée vont ainsi la violer. Alors, dans son essai Le regard féminin, Iris Bray se demande justement dans quelle mesure on peut représenter un viol à l'écran dans une perspective féministe. Parce que ce qu'elle craint, c'est que le viol soit transformé en spectacle, un spectacle qui donne du plaisir aux spectateurs. Alors là, évidemment, on est dans un livre, on n'est pas au cinéma, on n'est pas dans des séries. Néanmoins, Madeleine Miller semble être consciente de ce risque parce qu'elle va donner très peu de détails sur la dimension physique du viol. Et ce qui l'intéresse, c'est l'état psychique, c'est l'état de sidération que ressent Circé. Et Circé nous dit « J'étais incapable de parler, de respirer, je n'arrivais apparemment pas à bouger ». Ce viol, il est annoncé dès l'arrivée des marins sur l'île qui vont s'adresser de différentes manières à Circé. Ils vont d'abord l'appeler Lady, Madame, Goddess, donc ils lui donnent des titres honorifiques, Madame, déesse, des titres respectueux, alors qu'ensuite ils vont l'appeler maîtresse, avec toute ambiguïté du terme, et enfin, my sweet, ma douce, sachant que sweet en anglais, c'est aussi un bonbon. Donc voilà, on voit que la considération qu'ils ont pour Circé a bien diminué à ce moment-là. Dans le roman, le pouvoir des hommes, c'est aussi celui des dieux, dans une moindre mesure. Déjà, ce sont des dieux qui vont exiler Circé, et à la fin du livre, ça a son père, qui est le dieu Hélios, ce dieu du soleil, qu'elle va demander l'autorisation de quitter son île.
donc elle ne peut pas reprendre sa liberté par elle-même. Heureusement, il y a quand même un espoir pour les hommes à la fin du livre, puisque nous avons Télémaque qui apparaît. Et Télémaque, lui, il apparaît vraiment comme le représentant d'une nouvelle masculinité. C'est un parfait homme d'intérieur, il se rend utile, il accomplit sa part des tâches ménagères. Donc, c'est ce que vous voyez avec la citation que je vous ai mis, première citation. Et il va même aller jusqu'à rejeter la vie d'aventure que va lui proposer Athéna, parce qu'elle propose de suivre le chemin de son père. Sauf que lui, il va dire « Je n'ai pas d'inclination à combattre les Troyens ni à construire des empires ». Alors, maintenant que nous avons un peu parlé de la manière dont paraissent les hommes, j'aimerais revenir sur la condition féminine du personnage de Circé chez Madeline Miller. Alors, il y a un certain paradoxe, c'est que d'un côté, la sexualité, elle est pratiquement absente du livre de Madeline Miller. Donc, certes, Circé n'apparaît pas comme objet de désir, donc elle n'est pas objectivée, mais elle n'est pas non plus sujet. En fait, la sexualité, elle n'est pas vraiment abordée. Par exemple, Madeline Miller évacue très rapidement la perte de virginité de son héroïne. C'est évacué en une phrase, on nous dit juste « et c'est ainsi que nous devînmes amants ». C'est tout. Et donc, elle évite ce lieu commun. En revanche, l'auteur revient très longuement sur une expérience spécifiquement féminine qui est celle de la maternité. En effet, nous avons 2 très longues scènes d'accouchement dans le livre. La première concerne Pasiphae qui accouche du Minotaure, Pasiphae étant la sœur de Circé, et la deuxième, c'est Circé qui accouche de Télégonos. Alors, c'est aussi un choix intéressant parce que l'accouchement est très peu représenté. Iris Bray, par exemple, dans son livre, elle remarque qu'à l'écran, on voit très peu de fluide féminin. Et là, par contre, Madeline Miller, elle n'hésite pas à entrer dans des détails physiques. Elle parle du sang, elle parle des muscles, elle parle du ventre gonflé comme une tumeur. Donc, chez elle, les accouchements sont très détaillés. D'autant plus que ce sont des accouchements très douloureux, vu que les 2, Pasiphae comme sa sœur Circé, vont subir toutes les 2 une césarienne à vivre. Voilà, donc ce n'est pas un accouchement très simple. Mais ce qui l'intéresse surtout, c'est de montrer avec ça la puissance de ces femmes qui accouchent. Et par exemple, quand Pasiphae accouche, Circé la trouve saisissante et belle. Alors, on va même plus loin, c'est-à-dire que finalement, l'expérience de la maternité est décrite longuement. Et finalement, l'éducation que Circé donne à Télégonos, c'est presque la principale péripétie du livre. C'est décrite sur des pages et des pages. Et Circé elle-même nous dit « La maternité ne me vint pas facilement. Je l'affrontais comme les soldats affrontent l'ennemi, carapassonné et raidi, épée levée pour parer les coups. » Alors, cette maternité, elle va changer le regard que Circé porte sur un homme comme Ulysse qu'elle va trouver sanglant et laid. Et néanmoins, le paradoxe, et je finirai sur ça, c'est que malgré cette difficile maternité, à la fin du livre, elle va décider de devenir mortelle et de fonder une famille avec Télémaque. Et donc, on peut être un peu surpris par ce revirement, qui finalement est annoncé dès le début du livre, et ça sera mon dernier point. En effet, dans le premier paragraphe du livre, Circé revient sur le terme de nymphe. Elle explique que le terme de nymphe ne signifie pas uniquement déesse, mais aussi jeune mariée. Toute la destinée de Circé, elle est contenue dans cette définition. Au départ, elle doit être une jeune mariée. Ses parents espèrent qu'elle épousera un beau parti, un prince, un fils de Zeus. Ironiquement, au moment où elle va outrepasser ses pouvoirs de déesse, donc l'autre versant de la nymphe, elle va être exilée sur une île déserte. Et à ce moment-là, elle va rejeter symboliquement son destin de jeune mariée, donc l'autre versant de la nymphe, en rejetant une tapisserie qui représente une fête de mariage. Donc, c'est la citation que je vous ai mise ici. Sur son île, Circé va être libérée des tâches qui sont d'ordinaire dévolues à une femme. Le ménage et la vaisselle se font seuls, le cellier est toujours plein de nourriture. Cependant, elle n'est pas oisive pour autant. Elle va quitter son élément marin d'origine et entrer dans la forêt, où elle va apprendre à dompter les animaux, à différencier et cueillir les plantes, et où elle ne s'occupe plus des petits animaux comme ses consoeurs les nymphes, mais elle va s'occuper d'animaux plus imposants comme des cochons sauvages et même une lionne. En se retrouvant seule, elle va accroître son pouvoir et devenir une menace pour les hommes qu'elle transforme en cochons et qu'elle donne, ces cochons étant parfois mangés par des mouettes. Donc, c'est la citation que je vous ai mis là. Et on nous dit « Les mouettes étaient contentes. Elles semblaient accourir de l'autre bout du monde pour se repaître de sa chair dodue. Je restais debout à les regarder arracher le gras et les tendons. Un petit bout de queue rose pendouillé dans un bec comme un asticot. » Donc, ce qui est intéressant, je vous ai mis le terme anglais qui a été traduit par mouette parce que dans le texte original, on parle de seabird. Et c'est un terme intéressant puisque seabird, c'est les oiseaux marins. Et donc là, moi, je ne peux pas m'empêcher de voir que les oiseaux marins, ce sont aussi les nymphes, ce sont les consoeurs de Circé. Et Circé leur permet de se venger des hommes qu'ils ont maltraités, justement en les castrant. Voilà, c'est exactement ce qu'on a ici. Ça va même encore plus loin, puisqu'en fait, en étant transformée en porc,
finalement, ces hommes acquièrent un corps presque féminin. Donc, c'est la deuxième citation que je vous ai mise, où Circé explique que ces hommes qui sont transformés en cochons détestaient tout. Leur nouvelle enveloppe voluptueuse, leurs délicats petits pieds fendus, leur ventre gonflé qui traînait dans la boue. C'était une humiliation, un avilissement. Donc voilà, ils sont devenus voluptueux comme des femmes et ils ont acquis un ventre qui rappelle celui des femmes enceintes puisqu'il est gonflé. Donc Circé est devenue une véritable déesse et pourtant, à l'arrivée de Télémaque, elle va revenir à l'autre définition de nymphe en devenant une mariée puisque elle va fonder une famille avec lui et devenir mortelle. Alors, cette fin, ce n'est pas la fin du mythe original. C'est-à-dire que Madeline Miller, elle explique que dans la Télégonie, normalement, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est-à-dire que Circé, Pénélope, Télémaque et Télégonos deviennent tous immortels. Et elle a renversé la fin en faisant en sorte que Circé, la déesse, décide de devenir mortelle comme les autres. Alors, donc ça, c'est au dernier chapitre. Circé s'allonge sur des fleurs magiques et elle a une vision de son futur. Donc, on voyait que c'est une vision un peu hypothétique. Et on a le peut-être, on a du conditionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette vision, elle espère arriver à réparer le monde avec Télémaque. Et donc, finalement, à reprendre son rôle de Care, qui est celui des nymphes, mais cette fois avec un homme qui est paré d'un attribut féminin, mais d'un attribut féminin positif, contrairement aux hommes qui étaient transformés en cochons. Circé, elle va même plus loin que son destin de jeune mariée qui était contenu dans le terme nymphe, puisque cette fois, elle va décider librement, la nuance est là, mais elle va quand même décider librement de fonder une famille, mais surtout de devenir mortelle et donc de renoncer à une part de ses pouvoirs de déesse. Donc c'est ce qu'on nous dit à la fin, on nous dit parfois je suis impuissante et insatisfaite. Cependant, je ne souhaite pas revenir en arrière. Nous, en tant que lecteurs, on peut être un peu déçus de voir cette déesse surpuissante qui a vengé ses consoeurs féminines en castrant des hommes devenir finalement une bonne épouse, une mère de famille, une héroïne rangée. Donc, en conclusion, je voudrais juste souligner que Circé est en cours d'adaptation par HBO. Il y a un projet d'adaptation en série. Et moi, ce que je me demande, c'est si cette série va garder ce female gaze, ce point de vue féminin, ou si, comme dans Game of Thrones, on risque de retrouver un male gaze qui sera critiqué, notamment dans la vision des personnages féminins, dans les scènes de viol. Voilà, donc je m'interroge sur le point de vue qui va être adapté dans cette série. Voilà.